Et c'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Manon Aubry. Bonjour Laurence. Tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes. Vous faites une campagne axée sur le pouvoir d'achat, sur les lobbies bruxellois. Et pourtant, ce n'est pas l'axe de la campagne que mène votre parti, dont les députés auraient décidé de venir habiller aujourd'hui aux couleurs de la Palestine à l'Assemblée nationale. C'est de cela, vous pensez, dont les Français ont envie qu'on leur parle, Manon Aubry? Pourquoi vous opposez les sujets? Moi, je suis très fière de la campagne que nous menons depuis plusieurs mois. Au moment où j'ai lancé ma campagne, c'était à la mi-mars. J'ai axé sur 3 sujets. La question du pouvoir d'achat, vous l'avez dit, et de la vie chère, comment on bloque les prix des produits de première nécessité, comment on fait augmenter les salaires au niveau de l'inflation. Sur la question, on y reviendra, du protectionnisme, de la protection de nos industries, de l'agriculture contre le libre-échange, et sur la question de la paix. Et je veux dire, la question de la paix, malheureusement, elle s'impose à nous. Il y a un conflit en Ukraine, il y a un conflit au Proche-Orient, et moi je suis fière de faire partie de ce mouvement politique qui ne détourne pas le regard face aux massacres qui sont actuellement perpétrés dans la bande de Gaza par le gouvernement israélien. Aujourd'hui, on a appris la mort de 4 otages israéliens à Gaza, dont les corps sont toujours aux mains du Hamas. Est-ce que vous êtes en empathie avec les familles aujourd'hui? Bien sûr, et je veux avoir une pensée pour toutes les familles de ces 4 otages, mais aussi évidemment pour les familles dont le sort est encore incertain et qui sont encore aux mains du Hamas. On a encore des otages français? On a encore des otages français à qui je veux penser. Je veux penser aussi aux familles des otages français qui sont décédés aux mains du Hamas. Et c'est pour ça que il faut avancer le plus rapidement possible vers un cessez-le-feu. La dernière fois où on a réussi à libérer des otages, c'était au moment où il y a eu une négociation d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. C'est ce que je souhaite, à la fois pour les otages, à la fois pour la population gazaoui, particulièrement à Rafah, qui est sous les bombes du gouvernement israélien, qui se retrouve massacré. Vous voyez les images pour ceux qui sont à la télé à côté de moi. Le gouvernement israélien qui demande que l'on libère tous les otages. Mais ils ont l'intervention armée. Ils ont raison de demander la libération des otages. Je veux dire pour autant que ça ne leur donne pas le droit de violer le droit international et de perpétrer ce qu'ils sont en train de commettre, c'est-à-dire des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou. A demandé, bien sûr. Et donc les juges ensuite vont statuer. Mais si vous regardez les réquisitions du procureur, elles sont extrêmement fortes parce que ce qui est en train de se passer est sans précédent. Je veux dire, vous avez vu ces images d'enfants décapités, d'hommes et de femmes brûlés à vif, de camps de réfugiés pris pour cible, d'enfants qui meurent de famine. On est privé de tout dans la bande de Gaza. Il faut que ce carnage s'arrête pour la vie des otages comme pour les Gazaouis. Il faut retrouver le chemin d'une vie, d'une coexistence de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et la meilleure manière pour cela, c'est la reconnaissance d'un État de Palestine qui permette aux Palestiniens de vivre en sécurité et en paix, et aux Israéliens. La reconnaissance d'un État de Palestine avec une organisation terroriste, le Hamas, qui ne reconnaît pas l'existence d'Israël. D'abord, la Palestine n'est pas que la bande de Gaza. Il y a aussi la Cisjordanie qui est colonisée illégalement de la part du gouvernement israélien. Première chose. Juste la reconnaissance d'un État de Palestine. Et la reconnaissance d'un État de Palestine, ça permettra aux Palestiniens de vivre dans un État en paix et en sécurité reconnu par le droit international. C'est ce à quoi aspirent des millions d'Israéliens comme de Palestiniens. Ils disent juste: on veut vivre en paix dans nos frontières, en sécurité, sans prendre le risque d'être bombardés. C'est cette aspiration à la dignité la plus simple qu'ils formulent aujourd'hui. Bien sûr, une coexistence de 2 peuples, de 2 États. Dans votre camp, on a le non, c'est pas vrai. Je vous laisserai pas dire ça, Laurence Ferrari. Notre camp politique a toujours défendu une solution à 2 États. Et pardon, ce n'est pas nous qui refusons une solution à 2 États, c'est le gouvernement français qui refuse de reconnaître l'État de Palestine, qui refuse d'utiliser ses leviers pour sanctionner l'État israélien le gouvernement israélien qui est en train de massacrer une population. La seule voie pour la paix, c'est précisément une solution à 2 États que nous portons. Est-ce que vous reconnaissez que le Hamas est une organisation terroriste? Je vous pose la question parce qu'il y a une autre liste concurrente de la vôtre qui s'appelle Free Palestine, dont le logo est une carte dans laquelle n'apparaît pas Israël, et qui appelle à retirer le Hamas des organisations terroristes dans un clip diffusé par France 2. Ça vous choque, ça, par exemple? On n'a jamais demandé à retirer le Hamas de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Elle y figure, et on a qualifié les actes du 7 octobre du Hamas de terroristes, donc je n'ai aucune difficulté à le faire. Vous l'avez fait. Non, les actes qui visent à semer l'horreur sont des actes terroristes et personne n'a tergiversé sur le sujet, mais nous disons aussi clairement que ça ne donne pas le droit au gouvernement israélien d'exterminer le peuple palestinien. Vous voyez,
en toute hypothèse, c'est le droit international qui doit primer. Hier, au Théâtre Antoine à Paris, a été organisée une soirée contre l'antisémitisme à l'appel de la revue de La Règle du Jeu, du CRIF, d'un ensemble de personnalités comme Yael Braun-Pivet, Anne Hidalgo ou Gérard Larcher. Bien sûr, Bernard-Henri Lévy. Gérard Larcher a ciblé votre parti en particulier. Il a déploré le nouvel antisémitisme qui n'absout pas le plus ancien, qui se nourrit à d'autres sources, notamment un islam radicalisé. Il a vilipendé une dérive de l'extrême gauche, aveuglée par son antisionisme. Que lui répondez-vous ? Que c'est insupportable. Que ce qu'il est en train de faire, c'est précisément d'importer le conflit israélo-palestinien. C'est précisément d'assimiler... Non, je vous laisserai pas dire ça, Laurence Ferrari. Parce que assimiler aujourd'hui tous ceux qui se mobilisent pour la paix à Gaza à des antisémites, c'est ni plus ni moins raciste que de faire ça. Moi, je n'ai pas entendu d'actes antisémites dans les mobilisations pour la paix à Gaza. Et vous savez, je fais la distinction. Vous ne les avez pas entendus d'appel à l'antisémitisme? Oui, et je fais la distinction entre d'un côté le gouvernement de Benjamin Netanyahou, dont je désapprouve les méthodes, dont je désapprouve le carnage humanitaire qu'ils sont en train de commettre, et la population israélienne. Je veux dire, en Israël, il y a des contestations de ce que fait le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Pensez-vous qu'ils sont antisémites? Les Nations Unies, la Cour pénale internationale, bien sûr, la Cour pénale internationale, les Nations Unies sont qualifiées par des ministres israéliens d'antisémites. Mais jusqu'où on va? Pardon, en démocratie, on a le droit de critiquer un gouvernement. Et vous savez, l'antisémitisme est un sujet suffisamment sérieux pour ne pas inventer d'antisémites là où il n'y en a pas. Et je veux dire que chaque acte antisémite dans notre pays est un acte antisémite de trop, et nous trouverons toujours les victimes à leur côté. Donc l'antisémitisme n'est pas résiduel pour vous, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Manon Aubry. C'est la dernière question sur le sujet. Ouais, parce que après on va parler aussi des enjeux de cette élection. Mais je ne fuis pas le sujet. Ce que dit très simplement Jean-Luc Mélenchon, c'est on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Non, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas jeter l'anathème sur le mouvement qui demande la paix à Gaza comme étant antisémite. Il dit aussi de manière très claire. L'antisémitisme est résiduel en France. Il dit non, mais vous sortez une phrase. Il dit aussi que la stigmatisation généralisée des Juifs ne serait pas juste. Je suis d'accord. La stigmatisation généralisée des Juifs ne serait pas juste. Je vous l'ai dit, chaque acte antisémite est un acte intolérable. Elle est intolérable. Bien sûr qu'elle est intolérable. Et je viens de vous dire que chaque acte antisémite est un acte de trop. Et je ne veux pas inventer d'antisémite là où il n'y en a pas. Alors, on va parler de pouvoir d'achat, parce que c'est encore une fois là-dessus que vous faites la majeure partie de votre campagne. Vous vous êtes mobilisé notamment pour l'usine Metex à Amiens, 450 salariés menacés. Il y a le groupe Avril qui a formulé une offre de reprise. Ça, c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça fait des mois qu'on a essayé de mettre ce sujet à l'agenda, y compris de la campagne électorale. C'est plus de 400 salariés qui étaient sur la sellette, qui produisent ce qu'on appelle de la lysine, qui sert à produire des médicaments comme l'Aspégique. Donc tout le monde voit ce que c'est l'Aspégique. C'est la dernière usine qui en produisait en Europe et qui était menacée de mettre la clé sous la porte à cause de quoi ? À cause de la concurrence déloyale chinoise. Vous voyez, c'est précisément ce contre quoi je me bats au quotidien au Parlement européen, et j'espère demain avec encore plus de députés au Parlement européen. Donc c'est une formidable victoire qui, j'espère, annonce une autre victoire dans les urnes ce dimanche, parce que derrière, c'est l'idée du protectionnisme qu'on arrive à faire avancer et gagner. Et il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé à Metex. Oui, on a réussi à sauver l'entreprise, grâce d'abord à la bataille des salariés, des employés, des travailleurs de cette usine. Mais demain, il nous faudra sauver toutes les usines du pays, tous les agriculteurs du pays qui sont menacés de concurrence déloyale à cause de la Chine. C'est pour ça que moi je demande, la fin du libre-échange. Je préside au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange qui menacent notre industrie et notre agriculture de concurrence déloyale. Et 2, il faut assumer de mettre des barrières douanières, de la protection aux frontières de l'Union européenne. Moi, je veux pas qu'un produit vienne de la Chine et inonde le marché européen et produise de la concurrence déloyale. Et je suis la seule dans cette campagne à dire très clairement, il faut des barrières douanières aux frontières de l'Union européenne. Et c'est la leçon que nous apprend Metex. Parce que j'ai vu hier, j'ai croisé sur le parking de Metex, j'y suis allée pour célébrer cette victoire avec eux, j'y suis allée plusieurs fois dans la campagne, et j'ai croisé Roland Lescure, le ministre de l'Industrie. Absolument. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce sujet-là ? Il m'a dit, c'est bien, vous êtes là pour célébrer la victoire. J'ai dit oui, monsieur le ministre, je suis présente aux côtés des salariés, tant mieux, réjouissons-nous ensemble de cette victoire. Mais je lui ai dit, monsieur le ministre, quelle leçon vous en tirez ? Et il m'a dit, ah non, on fait pas de politique et tout. J'ai dit, pardon, monsieur le ministre, vous êtes ministre de l'Industrie, notre objectif, c'est pas de sauver Metex pour 6 mois ou 1 an, c'est de la sauver dans la durée. Et si on veut la sauver dans la durée, il faut que Metex devienne la norme et non l'exception. Et pour qu'elle devienne la norme et non l'exception, alors il faut assumer de mettre fin au libre-échange et de mettre des barrières douanières aux frontières. Et c'est ce gouvernement
qui signent à tour de bras des accords de libre-échange au niveau européen, qui signent aussi l'abaissement des barrières douanières. Donc je leur dis, soyez cohérents, mais si vous voulez, et je dis aux gens qui nous écoutent, si vous voulez de la cohérence, alors votez le 9 juin, ce dimanche prochain, pour la liste que je conduis qui précisément s'oppose aux accords de libre-échange et protège nos industries. Vous parlez de cette campagne des Européennes. Emmanuel Macron va intervenir jeudi soir à la télévision sur les antennes conjointes de TF1 et France 2. Évidemment, pour évoquer ce qui se passe du côté de l'anniversaire, le 80e anniversaire du débarquement, mais aussi pour parler des Européennes. Vous pensez que c'est une ingérence dans la campagne des Européennes ? Je vais même plus loin. C'est un scandale démocratique. Enfin, depuis quand le président de la République peut s'inviter comme il veut, il pousse la porte, tiens, allez hop, il va pousser la porte de CNews. Vous avez vu là Gabriel Attal, le Premier ministre, hier, qui s'est carrément invité dans une interview de Valérie Ayé. Mais on est revenu au temps de l'ORTF, là, nos représentants politiques peuvent venir, imaginez là, ils poussent ce matin la porte de CNews en mode, oui, mais j'espère que si jamais ils s'invitent sans que ce soit prévu, vous leur dites, coucou, c'est quand même un problème. Et au-delà du problème la question de fond qu'a posé hier, le fait que le Premier ministre vienne voler la vedette à sa tête de liste. À sa candidate. Ce qui veut dire d'une façon d'humilier les femmes responsables politiques. Moi, j'aurais jamais accepté ça en tant que femme. Jean-Luc Mélenchon l'aurait fait, vous l'auriez reparé ? Non, il aurait jamais fait ça, je peux vous dire. Il n'aurait pas osé. Non, il n'aurait pas osé, parce que je suis la tête de liste qui mène cette campagne, parce que mon mouvement politique m'a fait confiance. Donc, ils ont une manière d'humilier leur tête de liste de la même manière où ils humilient le peuple français. Et de la même manière où ils traitent le débat démocratique. Je veux dire, je ne sais pas si on va en parler, de la motion de censure qu'on a déposée à l'Assemblée nationale. Je vous fais les transitions. Mais elle sert à quoi, la motion de censure ? Mais elle sert justement à s'opposer... De l'agitation politique ? Non, à s'opposer au coup de force démocratique. Pourquoi on a déposé une motion de censure à l'Assemblée nationale ? Parce que on a un gouvernement qui passe en force avec 20 milliards d'euros d'économie. Sans vote à l'Assemblée nationale. Mais qui trouve ça normal ? Donc, demain, c'est les Françaises et les Français qui vont payer. C'est la réforme de l'assurance chômage. C'est l'augmentation de la TVA qu'ils évoquent. C'est le gel des pensions de retraite. Tous les Français vont en payer le prix. Eh bien, clairement, nous disons que nous voulons censurer ce gouvernement. Et à défaut de l'avoir censuré à l'Assemblée nationale hier, parce qu'ils peuvent compter sur le soutien notamment des Républicains et de la droite... Il vous manquait les voix de la droite, eh bien, nous le censurons dans les urnes ce dimanche. Je dis aux gens qui souffrent du coût de la vie chère, de ce gouvernement qui leur fait les poches, vous pouvez les censurer ce dimanche prochain en votant pour la liste que je conduis de la France insoumise. Et le fait que Gabriel Attal soit venu faire irruption hier dans l'interview de Valérie Ayé, c'est que je pense qu'il a compris qu'il vivait ses dernières heures comme Premier ministre. Vous pensez que lundi, il n'est plus là, Gabriel Attal ? Emmanuel Macron lui-même qui avait dit que le poste de Gabriel Attal était en jeu pour ces élections européennes. Non ? Eh bien, si on lui inflige une défaite, on peut faire d'un vote 2 coups, célébrer le pot de départ de Gabriel Attal lundi prochain. Ça fera 2 choses à fêter, je le souhaite. J'espère le meilleur score possible pour la liste que je conduis de la France insoumise. Et surtout, j'espère une défaite pour ce gouvernement qui fait tellement de mal à la fois à la démocratie, mais aussi à notre pouvoir d'achat. Manon Aubry, est-ce que vous ne craignez pas finalement que ce soit le vote utile à gauche, ce soit celui pour Raphaël Glucksmann, qui est bien plus haut que vous dans les sondages ? Bon, ce sont des intentions de vote et on sait tous que tout ça se décide dans les urnes. C'est ça, le risque, au fond, le vote utile à gauche. Ça fait 2 mois qu'on nous dit que les courbes allaient se croiser entre Valérie Ayé et Raphaël Glucksmann. Ça ne se n'est absolument pas passé. Je pense que c'est un ballon gonflé à l'hélium, qu'il n'y a pas d'envie. On va voir dimanche, mais je pense pas qu'il y ait une envie dans le pays du grand retour de François Hollande, du mal qu'il a fait au pays, du CICE, qui était des cadeaux fiscaux aux plus grandes entreprises, de la loi travail, qui a fait mal aux travailleurs de notre pays. Je pense qu'on a essayé le socialisme dans notre pays et on a envie d'autre chose. Et c'est pour ça que je veux dire aux gens qui nous écoutent que tout va se jouer cette semaine. Ne faites pas le cadeau de votre abstention ou de votre résignation à Emmanuel Macron. Il n'attend que ça. À ceux qui se disent « Ok, les élections européennes, c'est loin, j'y comprends rien ». Eh bien, on peut se battre pour protéger notre industrie et notre agriculture. On peut se battre pour bloquer les prix des produits de première nécessité. On peut se battre pour aligner les salaires sur l'inflation. On peut faire tout ça en votant pour notre liste. Mais ça dépend de votre mobilisation. Alors, je dis assez simplement aux gens, venez nous aider. C'est une élection à un tour. Ça se passe dimanche dans le même bureau de vote où vous avez voté à l'élection présidentielle. Et donc, à tous ceux qui veulent commencer l'après-Macron, eh bien nous, on y est prêts. Venez nous donner la force de tout changer ce dimanche. Merci Manon Aubry. Merci à vous. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Merci Laurence Ferrari et merci Manon Aubry.